Si vous débutez aux échecs et ne savez pas comment commencer une partie, vous n'êtes pas seul. Ne pas connaître les ouvertures, hésiter dès le premier coup et commettre des erreurs rapides fait que la partie se complique avant même de commencer. Les ouvertures déterminent comment vous allez jouer tout le reste de la partie. Dans cette vidéo, vous avez exactement ce qu'il vous faut. Nous avons rassemblé les meilleures ouvertures, expliquées pas à pas, conçues pour les débutants qui souhaitent savoir quoi jouer, quand et pourquoi. Vous apprendrez à développer vos pièces de manière logique, à contrôler le centre et à éviter les erreurs les plus courantes dès le début de la partie. Il ne s'agit pas de mémoriser des séquences de coups, mais de comprendre des concepts clairs et efficaces qui s'appliquent dans des situations de jeu réelles. Le gambit dame, il faut savoir qu'il est très important de contrôler les cases centrales. Le gambit dame est étroitement lié à ce contrôle du centre. Il est également nécessaire de faire d'autres choses lors de l'ouverture. Développer les cavaliers et les fous dès que possible, roquer pour sécuriser le roi et maintenir une bonne coordination entre les pièces. Mais la maîtrise de ces cases centrales est absolument fondamentale. L'idéal serait d'amener 2 pions, le pion de dame et le pion de roi, sur ces 2 cases centrales. Ainsi, nous contrôlerons un grand nombre de cases de l'adversaire et son développement sera limité. Au football, le contrôle du centre du terrain est essentiel. Aux échecs, c'est similaire. Celui qui contrôle le centre a généralement plus de possibilités d'attaquer. C'est pourquoi, normalement, la partie commence par avancer de 2 cases, le pion du roi ou le pion de la dame. Dans le gambit dame, on avance d'abord le pion de dame. On joue de 4. Et bien sûr, en jouant de 4 comme premier coup, on veut continuer avec E4 si l'adversaire ne l'empêche pas. Avant ces 4, les 2 coups les plus fréquents du noir sont ceux qui cherchent à empêcher le blanc de placer un autre pion au centre. Ce serait D5 que nous allons examiner dans cette vidéo. L'autre serait cavalier F6 qui mène aux défenses indiennes. Cavalier F6 est un coup de développement. Le noir développe un cavalier, contrôle des cases importantes et bien sûr empêche le blanc de jouer E4 sans opposition. Mais, comme je l'ai dit, D5 est le coup qui nous intéresse maintenant. Et ici, le coup proposé par le gambit dame est C4. Il est évident qu'avec D5, le noir a empêché d'amener un autre pion au centre. Avec C4, nous sacrifions un pion, puisque le noir peut le capturer immédiatement. Il n'est pas clair, et nous allons le commenter maintenant, si le blanc va le récupérer ou non. Mais la première question est, quelle est l'essence du gambit dame? Pourquoi le blanc est-il prêt à donner un pion? La clé réside dans le contrôle du centre. Une fois que les noirs capturent ce pion, le blanc obtient une plus grande présence centrale. Le pion ennemi qui contrôlait la case importante C4 disparaît et le blanc gagne en espace et en influence. De plus, il obtient des lignes ouvertes pour ses pièces. Voyons maintenant ce que le blanc peut faire si le noir accepte le gambit. Si le noir accepte, il existe un moyen très simple et immédiat de récupérer le pion. Dame en A4, échec. Nous pourrions jouer dame en A4 échec et récupérer le pion presque sans réfléchir. Le problème est que sortir la dame dès l'ouverture n'est généralement pas bon. Elle reste exposée aux attaques des pièces adverses. L'adversaire développe ses pièces en gagnant du temps sur la dame et pendant qu'il améliore sa position, nous devons déplacer la dame encore et encore. C'est important aux échecs. À l'ouverture, il n'est pas conseillé de déplacer 2 fois la même pièce sans nécessité. Par conséquent, même si dame en A4 échec récupère rapidement le pion, ce n'est pas un coup très recommandé. Quels sont alors les principaux coups dans cette position? Eh bien, ici, le blanc pourrait jouer E4, obtenant un impressionnant centre de pions et contrôlant les cases centrales mentionnées précédemment. C'est une option saine, intéressante et très recommandée. Cependant, en jouant E4, il peut arriver que le noir mette rapidement la pression sur ce centre, parfois avec une rupture centrale comme C5 ou E5, ou via des manœuvres attaquant le pion E4. Tout a ses avantages et inconvénients. Les sorties de cavalier, cavalier F3 ou cavalier C3, sont également des coups naturels qui développent les pièces sans prendre de risques. L'ouverture von Cloud.
L'ouverture Von Cloud se caractérise par un geste à la fois simple et provocateur, le déplacement prématuré du roi en E2. D'un point de vue classique, elle enfreint des règles fondamentales de développement et de sécurité, mais son idée maîtresse n'est pas objective, elle est pratique. L'objectif est de sortir l'adversaire de la théorie connue et de le contraindre à réfléchir dès le tout premier instant à une position inattendue. Dans la première variante, la partie commence par E4, où les blancs occupent le centre et libèrent leurs pièces. Les noirs répondent par E5, revendiquant symétriquement leur propre espace central. Avec le coup roi E2, le roi blanc s'avance délibérément, pose, abandonnant le roc pour semer un certain désarroi psychologique. Les noirs répliquent avec cavalier C6, pose, développant une pièce et renforçant ainsi le contrôle du centre. Après cavalier F3, les blancs poursuivent leur développement naturel, pose, appuyant le centre et préparant la poussée d'un pion en 4. Cette variante cherche à normaliser la position après le choc psychologique initial. Elle est particulièrement utile pour les joueurs qui se fient davantage à l'activité de leur pièce qu'à la sécurité de leur roi. Dans la deuxième variante, E4 marque à nouveau le contrôle central et l'ouverture des lignes. Les noirs répondent alors par E5, maintenant ainsi l'équilibre classique. E2 apparaît de nouveau comme l'essence même de la Von Cloud, un geste antinaturel qui défie l'adversaire. Les noirs répliquent en jouant CF6, attaquant ainsi le pion central et accélérant leur développement. Avec D3, les blancs soutiennent E4 et choisissent une structure plus solide malgré l'exposition de leur roi. Ici, la Von Cloud adopte une approche plus prudente après le coup initial. Elle sert à réduire les risques immédiats et à mener la partie vers un milieu de jeu jouable. La partie débute par l'avancée du pion roi, cherchant une structure solide et tranquille. Elle est suivie d'une réponse immédiate par une autre avancée de pion, prenant de l'espace au centre. Dès le deuxième coup, le centre est renforcé par le pion dame, conservant la flexibilité de la position. L'adversaire réplique par un coup similaire afin de disputer le contrôle du centre. Par la suite, le cavalier du roi est avancé vers une position centrale stratégique. En guise de riposte, un autre cavalier fait son apparition, intensifiant ainsi la pression exercée sur le centre. Finalement, ce cavalier achève son parcours jusqu'à la case caractéristique de l'ouverture de la vache. En réponse, un fou se développe en visant le centre et le flanc du roi. Au cinquième coup, le deuxième cavalier entre en jeu, suivant le plan typique de l'ouverture. De l'autre côté de l'échiquier, le cavalier dame se développe pour améliorer la coordination de l'ensemble des pièces. Pour clore la séquence, ce cavalier complète sa manœuvre et se positionne à sa destination finale. Finalement, le roi se met en sécurité par le petit roc, mettant un terme à la phase d'ouverture et inaugurant le milieu de jeu. L'ouverture Grob. L'ouverture Grob débute par le coup G4, une avancée de pion qui bouleverse tous les schémas traditionnels. Elle ne contrôle absolument pas le centre, affaiblit considérablement le roc et semble, à première vue, être une erreur manifeste. Mais son idée est en réalité bien plus profonde. Elle vise à sortir l'adversaire de la théorie dès le tout premier coup et à le forcer à réfléchir par lui-même. Après G4 de 5, les noirs répondent de manière tout à fait logique en occupant le centre et en attaquant indirectement le flanc affaibli. Grob continue avec H3, consolidant ainsi le pion G4 et évitant toute idée tactique immédiate. Le message est clair, ce ne sera pas un duel conventionnel. Si les noirs jouent A5, cherchant une domination centrale totale, le fou G2 développe l'évêque sur la grande diagonale, visant le centre et le roi ennemi, tandis que les blancs préparent un jeu dynamique et peu prévisible. Dans une autre ligne de jeu fréquente, après les coups G4 et CF6, les noirs optent généralement pour un développement plus solide et mesuré de leurs pièces. Les blancs poursuivent avec le coup G5, ce qui a pour effet d'expulser le cavalier adverse et de leur permettre de gagner un espace précieux sur le flanc roi. Après CD5, le coup FG2 redevient absolument crucial, préparant ainsi une pression à long terme et même une éventuelle attaque surprise. La position est certes étrange, oui, mais elle est aussi psychologiquement très inconfortable pour l'adversaire qui ne peut plus du tout se fier à des plans automatiques. Les blancs évitent le centre direct et préparent leur fou. Les noirs occupent le centre de manière classique. Les blancs fianchettent leur fou afin de pouvoir jouer à distance, et les noirs jouent cavalier C6, ce qui leur permet de soutenir le centre. On joue E3, un coup sans précipitation qui a été pensé pour faciliter le développement des pièces. Le noir continue de développer ses pièces avec naturel. Les blancs renforcent le centre et se préparent à roquer. Et le fou noir sort sans compromettre la structure. Fou E2. Le plan est clair. Préparez le roc. Les noirs roquent et les blancs terminent leur développement avec le roc. La variante classique est tranquille car elle ne cherche pas d'avantage rapide. D'abord, on développe les pièces et on roque. Le centre est mis sous pression de loin, surtout avec le fou en B2, qui est la pièce maîtresse de tout le plan. Puisqu'il n'y a pas de ligne forcée, l'ordre des coups est flexible et la partie se joue plus par idée et compréhension que par mémorisation, ce qui mène souvent à des positions calmes et ouvertes.
Voyons maintenant la variante solide. Les blancs évitent à nouveau le centre direct et préparent le fou. Les noirs occupent le centre de manière solide. Le fou blanc se fianchetto et commence à exercer une pression depuis la diagonale. Cavalier F6, développement naturel et contrôle du centre. Les blancs jouent E3, un mouvement tranquille pour ouvrir les lignes et poursuivre leur développement. Les noirs renforcent le centre et maintiennent tout bien fermé. Cavalier F3, les blancs sortent leurs pièces et se préparent à roquer. Les noirs développent sans compromettre leur position avec fou E7. L'objectif est de roquer rapidement. C'est pourquoi on joue fou E2. Le roi noir est en sécurité et les blancs roquent. La variante Leningrad de la défense hollandaise. Dans les parties de club, de nombreux joueurs recherchent la sécurité de structures connues, d'autres préfèrent l'égalité tranquille des réponses classiques au pion-dame. Cependant, celui qui choisit la hollandaise sait parfaitement qu'il entre sur un terrain différent. Dès le premier coup, avec ce 1 F5 qui défie les blancs sans demander la permission, on comprend que la partie ne sera pas une promenade, mais une bataille où chaque pièce devra travailler. Les blancs ouvrent avec 2-4, solide, classique, stable. Un coup qui revendique de l'espace et prépare le contrôle du centre. Les noirs répondent sans hésiter, F5. C'est comme une déclaration d'intention. Il n'y aura ni développement symétrique, ni partie impersonnelle. Les noirs veulent des déséquilibres, veulent l'initiative, veulent faire réfléchir. Les blancs répondent souvent par G3, un coup moderne et très sérieux. Celui qui joue G3 n'improvise pas. Il construit un fianchetto pour contrôler la grande diagonale et entraver le développement naturel des noirs. Après C, F6, G6 et AG7, les deux camps commencent à montrer leurs cartes. Peu importe le nombre de fois où cette position se répète, chaque partie semble différente car les plans divergent et les idées changent selon le tempo et le style. Le rock arrive tôt pour les deux joueurs. Les noirs jouent 0-0 avec ce mélange de tranquillité et de danger, car dans la hollandaise, roquer ne signifie pas toujours une sécurité totale. Cela peut aussi vouloir dire se préparer à attaquer depuis l'arrière les cases les plus fragiles de son propre roc. Après D6, la structure semble se stabiliser et les blancs placent un cavalier en C3, construisant un centre spacieux et flexible. Et c'est ici que se révèle l'essence de la Leningrad. La position résultante constitue son paysage initial, le point de départ à partir duquel tout peut arriver. Les noirs disposent de plusieurs routes, comme s'ils se trouvaient face à un échiquier rempli de portes fermées, chacune promettant un type de lutte différent, C6, C6 ou DE8. Cette dernière, D8, est la préférée de nombreux spécialistes et aussi la protagoniste de ce récit. À première vue, D8 semble modeste, voire timide. Les blancs s'emparent du centre et mettent en jeu leur pièce principale, ce qui incite les noirs à défier le centre sans délai et sans aucune préparation. Les blancs acceptent le défi et clarifient la tension centrale. La dame sort de manière précoce pour récupérer le pion et assumer un rôle actif dès le début. Un développement naturel qui gagne du temps en attaquant la dame avec le cavalier C3, et la dame noire se place sur une case active et évite d'autres attaques. Les blancs construisent un centre fort et gagnent de l'espace, ce à quoi les noirs renforcent le centre et préparent un développement solide. Un développement logique et un contrôle des cases centrales. Les noirs clouent le cavalier et génèrent une pression précoce. Fou C4, une pièce active visant le flanc roi. Les noirs consolident le centre et ouvrent des lignes pour leurs pièces. Les blancs mettent le roi en sécurité et connectent leur tour. Face à cela, les noirs complètent leur développement avec une position stable. La variante classique se caractérise par l'utilisation précoce et très active de la dame, qui récupère le pion et se positionne sur une case sûre, sans jamais rester passive. Ses atouts majeurs résident dans la clarté de sa structure, des plans simples et clairement définis, ainsi qu'une position solide qui permet de réduire la complexité théorique. En acceptant un développement légèrement plus lent, les noirs obtiennent une stabilité, un ordre et un jeu pratique, idéal pour ceux qui privilégient la compréhension et le contrôle aux complications inutiles.
Examinons maintenant la variante moderne. Les Blancs occupent le centre, provoquant une contestation immédiate de la part des Noirs. La structure centrale est alors définie. Les Noirs évitent de sortir la dame, développent le cavalier et préparent la récupération du pion. Les Blancs renforcent leur centre et le cavalier noir récupère le pion depuis une case active. Développement naturel et contrôle central. Les Noirs consolident le centre et gagnent en stabilité. Fou séquin. Pièce active visant le flanc roi. Développement actif et pression sur le cavalier avec le fou en G4. Les Blancs roquent et les Noirs referment le centre, préparant le développement de leur fou et leur propre roque. Les Blancs contestent la pression exercée par le fou. Les Noirs maintiennent le clouage sans s'affaiblir. Attaque Trompowski. Ceci débute par D4, où généralement votre adversaire poursuivra avec CF6. Nous allons l'analyser en détail. Notre deuxième coup, lui, restera toujours identique. Après ce premier coup D4, nous allons jouer G5, ce qui nous permettra d'entrer directement dans l'attaque Trompowski. Et à ce point, nous mettons déjà une forte pression sur le cavalier F6, ce qui est vraiment très inconfortable pour les pièces noires. La première question essentielle que nous devons résoudre est la suivante. Que se passe-t-il si votre adversaire décide de répondre avec C4 ? À première vue, cela peut sembler être un bon coup, car le cavalier se retire de la menace et en plus, contre-attaque le fou, donnant ainsi l'impression de réfuter le deuxième mouvement à G5. Dans ce cas, nous allons continuer avec H4, en défendant notre fou. Cependant, dans la plupart des situations, ce fou finira par être capturé, car le cavalier en E4 est instable. Il est dans le champ blanc et devient une cible claire. Alors, nous l'attaquerons, obligeant les Noirs à perdre des temps, en reculant le cavalier ou en l'échangeant. Le plus courant est que l'échange se produise après C prend G5 et H prend G5. Avec cela, nous obtenons un pion très avancé qui a gagné beaucoup d'espace sur le flanc roi et, de plus, nous activons une tour depuis sa case d'origine, grâce à la colonne H ouverte. Cette tour sera un problème sérieux pour les Noirs à long terme. Les Noirs continuent généralement avec E6, un mouvement naturel de développement qui attaque également ce pion avancé. Nous voyons ici une ligne très intéressante qui implique un sacrifice. Au lieu de simplement défendre le pion, nous jouons G6. À première vue, ce sacrifice peut sembler assez incompréhensible, mais il est en fait très logique et plein de sens. Avec G6, nous attaquons directement le pion H, et n'oublions pas que nous avons notre tour positionné juste derrière. Les Noirs ne peuvent pas capturer avec leur pion H, car ils perdraient alors leur tour, ce qui constitue un premier piège. Normalement, l'adversaire s'en rendra compte et jouera F prend G6, acceptant le sacrifice. Nous continuons avec E3. À l'heure actuelle, l'adversaire ne saisit pas encore pleinement la raison pour laquelle nous avons sacrifié ce pion, mais la vérité est que le flanc roi des Noirs n'est plus du tout le même. Les Noirs voudront certainement roquer, ils joueront donc fou E7 dans cette optique, et nous répliquerons par fou D3. Ici, il existe déjà une menace très claire, fou prend G6. C'est une ressource extrêmement importante qu'il faut toujours garder à l'esprit. Par exemple, si les Noirs jouent à quelque chose comme C6, nous pouvons jouer A prend G6, et les Noirs ne peuvent absolument pas capturer car ils perdraient immédiatement la tour. De plus, nous attaquons 2 fois le pion H, ce qui est extrêmement dangereux pour eux. L'adversaire peut s'en rendre compte ou non, mais il finira normalement par roquer, donnant la sensation que tout est sous contrôle. Variante classique, les Blancs commencent la partie en avançant le pion du roi, cherchant à contrôler le centre de l'échiquier et à libérer leurs pièces. Les Noirs répondent en déplaçant un pion pour soutenir le centre et maintenir une position sûre. Ensuite, les Blancs avancent leur pion de la dame pour gagner davantage d'espace et les Noirs sortent leur cavalier du roi afin d'attaquer le centre. Les Blancs continuent de développer leurs pièces en sortant le cavalier de la dame, ce qui aide à défendre le centre. Les Noirs avancent le pion du flanc roi avec l'idée de placer leur fou sur une bonne diagonale. Ensuite, les Blancs développent le cavalier du roi, préparant le roc, et les Noirs sortent le fou du roi. Les Blancs développent le fou du roi pour pouvoir roquer en toute sécurité. Les Noirs réalisent le petit roc, protégeant leur roi. Si vous ne savez pas ce qu'est le roc, vous pouvez cliquer en haut à droite où nous l'expliquerons plus en détail. Finalement, les Blancs procèdent également au roc, mettant ainsi les 2 rois à l'abri et les pièces en position pour la suite de la partie. Les grands joueurs emploient la pire classique afin d'obtenir un jeu solide et flexible, évitant les risques précoces et privilégiant une stratégie à long terme. Dans la variante autrichienne, les Blancs commencent la partie en faisant avancer leur pion roi pour prendre le contrôle du centre de l'échiquier et ouvrir le jeu.
Les Noirs répliquent par un coup plutôt tranquille, en avançant un pion afin de consolider leur position centrale. Ensuite, leur adversaire fait avancer le pion de la Dame pour obtenir plus d'espace, et les Noirs procèdent au développement du cavalier du Roi afin de mettre la pression sur le centre. Les Blancs, quant à eux, poursuivent en sortant le cavalier de la Dame, ce qui leur permet de soutenir les pions centraux. Les Noirs avancent le pion du flanc roi avec l'intention de développer le fou sur une longue diagonale. Ensuite, les Blancs poussent le pion du flanc roi vers l'avant, un coup agressif qui caractérise la variante autrichienne, cherchant à attaquer le centre et à prendre l'initiative. Les Noirs répondent en développant le fou du roi, renforçant ainsi leur défense. Ensuite, les Blancs développent le cavalier du roi, préparant le roc et soutenant l'attaque centrale. Les Noirs procèdent au petit roc afin de mettre leur roi en sécurité. Finalement, les Blancs sortent leur fou. L'une des ouvertures les plus captivantes et audacieuses du jeu d'échecs est sans aucun doute le célèbre gambit du roi. Cette approche représente parfaitement l'esprit romantique du jeu, où l'attaque et l'initiative priment bien souvent sur la simple valeur matérielle des pièces. Tout commence avec les coups classiques. E4, E5, et ensuite les Blancs jouent F4. Par ce coup, ils offrent volontairement un pion. Ce n'est pas une erreur, c'est une invitation au combat. Les Blancs sacrifient du matériel pour ouvrir des lignes et attaquer rapidement le roi noir. Si les Noirs acceptent le sacrifice et jouent prend F4, nous entrons dans le fameux gambit du roi accepté. À partir de là, le plan des Blancs est clair. Développer les pièces le plus rapidement possible, amener le cavalier en F3, le fou en C4 et roquer pour lancer une attaque directe. L'objectif fondamental de ce gambit est de prendre le contrôle du centre de l'échiquier et d'exploiter la colonne F qui est ouverte. Les Blancs recherchent activement l'initiative, un gain de temps précieux et une pression constante sur l'adversaire. Pendant ce temps, les Noirs doivent impérativement se défendre avec la plus grande prudence, car la moindre erreur pourrait rapidement se transformer en une attaque absolument dévastatrice. Et CF3 est généralement un coup qu'il est avantageux de jouer le plus rapidement possible, étant donné que ce cavalier exerce non seulement une pression sur le centre, mais il contrôle également une case stratégique afin d'éviter d'éventuels échecs de la part de la Dame. En concret, il contrôle la case H4, une position d'où l'adversaire pourrait générer des problèmes très significatifs. C'est pourquoi le cavalier est très bien positionné en F3, assurant une fonction à la fois défensive et stratégique. Une fois CF3 joué et cet échec gênant contrôlé, l'objectif principal est clair. Le plan idéal serait de jouer D4 pour récupérer le pion et ne plus être en infériorité matérielle. De plus, on cherche à développer le fou de F1 en C4, car F7 est la case la plus faible de l'adversaire au début de la partie. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi, il s'agit d'une case située à côté du roi qui, dans des conditions normales, n'est défendue que par lui. Elle ne peut pas être défendue par la tour en F7, ni de manière efficace par le fou ou la dame sur cette même case, car ces pièces sont généralement excessivement protégées et ne remplissent pas une fonction défensive efficiente à cet endroit. Les autres cases situées près du roi sont généralement très bien défendues par la dame, le cavalier, le fou, ou même par plusieurs pièces d'échecs simultanément. Par contre, la case F7 ne bénéficie normalement que de la protection du roi lui-même, ce qui en fait un objectif stratégique et crucial pour toute attaque. Pour cette raison, il est absolument fondamental de disposer d'un fou qui pointe directement vers cette case. Ce gambit présente de très grands avantages. Il permet un développement rapide, il crée des positions dynamiques et il met l'adversaire sous une pression psychologique intense dès le début de la partie. Mais il présente également des risques. Le roi blanc peut se retrouver exposé. Et si l'attaque ne porte pas ses fruits, les Noirs se retrouveront avec un pion de plus et une position très solide. Au fil de l'histoire, de nombreuses défenses célèbres contre le gambit du roi ont vu le jour, comme la défense classique ou la défense Fischer. En fait, Bobby Fischer, l'un des plus grands joueurs de tous les temps, l'a vivement critiqué, bien qu'il l'ait également pratiqué. Le gambit du roi n'est absolument pas destiné aux joueurs conservateurs, il est plutôt réservé à ceux qui apprécient d'attaquer, de sacrifier et de créer des parties véritablement spectaculaires. L'ouverture Réti. L'ouverture Réti commence par cavalier F3, un coup qui évite d'engager les pions centraux dès le début et privilégie le développement des pièces. Son idée principale est claire, contrôler le centre à distance, provoquer l'adversaire à l'occuper et l'attaquer plus tard avec une plus grande flexibilité. Après faire 3 de 5, les Noirs revendiquent le centre de manière classique. Réti répond par C4, remettant immédiatement en question ce pion et forçant l'adversaire à prendre une décision. Si les Noirs avancent avec D4, ils gagnent de l'espace, mais ils fixent aussi une structure qui pourrait devenir une cible.
Alors, E3 prépare le développement du fou et l'attaque directe sur le pion avancé. Après C6, qui renforce le centre, E prend D4, C prend D4. Cela conduit à une position ouverte où les pièces blanches obtiennent une activité précoce et de bonnes cases. Cette structure permet aux blancs de jouer avec l'initiative sans avoir assumé de faiblesse grave. Dans une approche de jeu plus solide, après cavalier F3, cavalier F6, C4, E6, les noirs optent pour un développement flexible. Réti poursuit avec G3, un signe manifeste de fianchetto et de contrôle à long terme des cases centrales. Après D5, fou G2 à E7, les blancs complètent leur plan naturel par le roc, mettant le roi en sécurité et connectant les tours. Le résultat est une position stratégique, riche en manœuvres, où les blancs exercent une pression constante sur le centre des noirs sans avoir encore dévoilé l'intégralité de leur structure. L'ouverture Réti ne recherche pas des avantages immédiats, mais plutôt une gêne stratégique pour l'adversaire. C'est un choix idéal pour les joueurs qui apprécient le contrôle positionnel, la flexibilité et une compréhension approfondie du milieu de partie. Joué de manière très solide avec le giuoco piano. Ou bien de manière très agressive en utilisant le gambit Evans. Ces deux variantes débutent avec exactement les mêmes coups d'ouverture. Les deux se disputent le centre avec le pion roi. Les blancs sortent le cavalier pour exercer une pression sur le pion. Les noirs répondent avec un cavalier également pour le défendre. Les deux développent le fou en pointant vers le point faible du roi. Ensuite, à partir d'ici, vous choisissez jeu solide ou agressif. L'ouverture solide du giuoco piano est caractérisée par un style de jeu stratégique et une structure de positionnement très stable. Après l'ouverture classique, les blancs procèdent avec le coup C3 afin de consolider leur contrôle du centre, tandis que les noirs développent leur cavalier en exerçant une pression significative sur le pion E4. Puis, les deux camps protègent le centre avec les pions en 3 et en 6. Ensuite, les deux joueurs roquent pour assurer la sécurité de leur roi. Enfin, les blancs placent la tour sur une ligne ouverte, complétant le développement de base. Ainsi se termine l'ouverture et commence le milieu de partie. Les grands maîtres utilisent le giuoco piano pour épuiser l'adversaire, car la partie progresse sans changement rapide et exige une grande précision sur de très nombreux coups. Après cette phase tranquille, on passe à un jeu beaucoup plus offensif avec l'ouverture agressive, le gambit Evans. Après l'ouverture initiale, les blancs jouent le coup B4, proposant un pion en sacrifice pour lancer le célèbre gambit Evans. Les noirs acceptent ce sacrifice de pion en capturant avec leur fou, mais les blancs, par le coup C3, gagnent un temps précieux, forçant le fou noir à se replier. Ensuite, les blancs avancent leur pion D4 pour prendre le contrôle du centre de l'échiquier. Les deux camps continuent alors leur développement de pièces. Les blancs roquent et les noirs jouent D3 afin de générer de l'activité. C'est ainsi que se conclut l'ouverture et que débute le milieu de jeu. Les noirs, en réponse, jouent de manière parfaitement symétrique. Le conflit central est désormais absolument inévitable. Nous passons à l'attaque directe sur le pion central E5. Il n'y a absolument plus de temps à perdre. Cavalier F6 immédiatement. Défense naturelle. Les noirs acceptent le défi du centre. Le pion est joué en D4. C'est à cet instant précis que débute l'ouverture écossaise. Les blancs, sans aucune hésitation, décident de rompre immédiatement le centre. Les noirs, quant à eux, acceptent ce défi lancé et ouvrent complètement la position. Cavalier D4. Le cavalier récupère le pion et s'installe au centre de l'échiquier. La véritable bataille commence à présent. Les blancs démarrent avec un développement rapide et un contrôle ferme du centre, visant à atteindre une finale avec un léger avantage. Les noirs répondent en cherchant à simplifier, à éteindre l'initiative adverse et à équilibrer la position avec précision. L'erreur la plus fréquente que l'on puisse faire, c'est de croire que cette ouverture est totalement inoffensive. Elle est absolument parfaite pour les joueurs qui sont très positionnels et très pratiques. Maintenant, voyons la variante Schmitt. Revenons au moment critique. Après que le cavalier ait pris D4, les noirs ne se développent pas passivement. Ils attaquent le cavalier central avec cavalier F6. Cavalier prend C6. Les blancs répètent l'idée. Ils endommagent la structure avant qu'il ne soit trop tard. Les noirs acceptent une faiblesse structurelle en échange d'une activité future. C'est pourquoi le pion capture le cavalier en C6. Poussée forte. Les blancs gagnent de l'espace et repoussent les pièces. Dame en E7. La dame se place avec précision, défendant et préparant le développement. Dame en E2. Les blancs consolident leur position au centre et maintiennent fermement la pression. Le cavalier vient se positionner au centre de l'échiquier. Les noirs tentent de trouver un contre-jeu immédiat pour rééquilibrer la situation. Ici, la position n'est plus simple. Nous sommes dans les échecs modernes, où règne le déséquilibre, les plans stratégiques à long terme et une tension permanente. Les blancs vont occuper le centre du plateau et libérer leurs dames et leurs fous. Les noirs, quant à eux, préparent le coup D5 sans bloquer leurs fous en C8. Renforce le contrôle central. C'est un défi direct au centre des blancs.
développe et défend le pion en E4 avec le cavalier C3. Les noirs éliminent la tension centrale et forcent les blancs à prendre une décision. Les blancs récupèrent le pion et placent un cavalier très actif au centre. C'est un mouvement clé de la carocane. Le fou sort avant E6, évitant d'être enfermé. Ils attaquent le fou et gagnent un temps précieux de développement avec le cavalier G3. Le fou se retire en maintenant une pression constante sur le centre et le flanc roi. Les blancs cherchent à gêner le fou noir et à s'emparer de l'espace disponible sur le flanc roi. Cela empêche le coup H5 et offre une case de repli sûr au fou en H7 si la situation l'exige. Il s'agit d'un développement tout à fait naturel. L'équipe blanche prépare activement le roc. Renforcez E5, préparez E6 et développez vos pièces sans compromettre la structure générale de votre position. L'objectif principal de cette variante est d'atteindre une position à la fois solide et bien équilibrée, en vue d'un excellent final. Et parmi ses caractéristiques les plus remarquables, on trouve un développement harmonieux et particulièrement sûr de toutes les pièces. Le fou en C8 est amené à sortir de manière active avant même le coup E6. Un centre souple et adaptable sans compromettre la structure, avec beaucoup moins de risques tactiques immédiats et une option très fiable pour la défense des noirs. Voyons la variante d'avance. Le contrôle du centre et l'ouverture des lignes. Préparation de D5 en gardant une flexibilité centrale. Renforce le centre et soutient E4. Les noirs défient immédiatement le centre blanc. Mouvement caractéristique, les blancs gagnent de l'espace et fixent le centre. Fou F5. L'idée clé est la suivante. Le fou doit sortir avant le coup E6, afin d'éviter de se retrouver enfermé. Cela assure un développement naturel et un bon contrôle des cases E5 et G5. Les noirs consolident leur position avec le pion C5 et préparent le développement de leur aile roi. Fou E2, une préparation tranquille pour le roc. C'est un mouvement thématique. Attaque directe au centre blanc depuis la base. Le roi se met en sécurité. Maintenant, les blancs peuvent élaborer des plans centraux, développer leur jeu et augmenter la pression sur les cases D4 et C5 avec le coup cavalier C6. L'ouverture espagnole. L'ouverture espagnole est l'une des structures les plus solides, cohérentes et formatrices des échecs. Son objectif principal n'est pas de surprendre ni de chercher des avantages rapides, mais de construire une position saine dès le début, de développer les pièces avec harmonie et de préparer le milieu de partie avec des plans clairs. C'est une ouverture qui apprend à jouer aux échecs pour de vrai, contrôler le centre, améliorer les pièces petit à petit et comprendre quand attaquer et quand attendre. C'est pourquoi elle est autant utilisée à tous les niveaux, de l'apprentissage à la compétition, et reste actuelle après tant d'années. Tout commence par la lutte pour le centre. Placer un pion central ne fait pas seulement gagner de l'espace, cela ouvre aussi des lignes pour que les pièces puissent se développer avec fluidité. L'adversaire répond de la même manière, acceptant le défi au centre et maintenant l'équilibre. Cet échange initial donne le ton. Aucun des deux camps n'évite le centre, tous deux le disputent. L'étape logique suivante est de développer les pièces mineures, et c'est là qu'apparaît un coup fondamental, le développement du cavalier vers une case naturelle. Ce coup remplit plusieurs fonctions à la fois. Il active une pièce, prépare le roc et, en plus, crée une menace directe sur le pion central adverse. Dès le deuxième coup, un concept clé des échecs est introduit. L'initiative. Avoir l'initiative, c'est être celui qui pose les problèmes. Il ne s'agit pas seulement d'attaquer, mais de forcer l'adversaire à réagir. Chaque menace entraîne une réponse, et celui qui répond perd souvent du temps pendant que l'autre continue de développer son plan. C'est pourquoi il est si important de mettre la pression dès le début, même si cela ne se concrétise pas immédiatement. Les Noirs, de manière cohérente, développent leur propre cavalier pour défendre le pion attaqué. Cette réponse est naturelle et solide. Elle développe une pièce et neutralise la menace. À partir de là, les Blancs ont plusieurs options raisonnables, mais l'une des plus caractéristiques est le développement du fou vers une case active qui vise directement une pièce clé de la défense noire. Ce coup définit l'ouverture espagnole. Le fou ne se contente pas de se développer. Il exerce une pression sur le cavalier qui défend le centre. Là encore, ce n'est pas une menace immédiate, mais une tension stratégique. Le message est clair. Cette pièce défensive pourrait être échangée au moment opportun, affaiblissant le contrôle du centre. L'une des idées les plus importantes de l'ouverture espagnole est que beaucoup de menaces ne cherchent pas à gagner du matériel, mais à rendre la position adverse inconfortable. Parfois, il ne se passe rien pendant de nombreux coups, mais la pression psychologique et stratégique est toujours présente. Ici, il est important de comprendre quelque chose de fondamental. Aux échecs, toutes les menaces ne visent pas un gain immédiat. Très souvent, il s'agit de conditionner le jeu de l'adversaire, de limiter ses options et de l'obliger à jouer d'une certaine manière. L'ouverture espagnole est un exemple parfait de ce type de pression à long terme. Les Noirs répondent souvent en poussant un pion pour attaquer le fou. À première vue, cela semble contradictoire.
Le fou met la pression sur une pièce importante et l'adversaire décide de l'attaquer au lieu de la renforcer directement. Cependant, ce coup remplit une fonction stratégique claire, gagner de l'espace et demander au fou ce qu'il compte faire. À ce stade, une décision importante se présente. Échanger le fou contre le cavalier est possible, mais le faire trop tôt concède souvent la paire de fous à l'adversaire, ce qui peut être un avantage à long terme. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, le fou se retire en maintenant l'attention. On ne renonce pas à l'échange, on le reporte simplement. La paire de fous est souvent considérée comme un avantage parce que les fous se coordonnent très bien dans les positions ouvertes. C'est pourquoi, dans l'ouverture espagnole, le camp qui cède l'un de ses fous ne le fait que lorsqu'il a une raison stratégique claire. La partie continue avec le développement d'autres pièces. Les Noirs développent leurs fous, préparent le roc et consolident leur position. Le roc précoce est une constante dans cette ouverture, car il permet de connecter les tours et de commencer à penser à des plans plus ambitieux. L'un des thèmes centraux de l'ouverture espagnole est le bon moment pour agir au centre. Il ne s'agit pas de pousser des pions sans préparation, mais de coordonner les pièces avant d'ouvrir la position. C'est pourquoi, très souvent, les Blancs retardent l'avancée centrale jusqu'à ce que tout soit prêt. Souvent apparaît un coup de tour qui, bien qu'il semble tranquille, possède une grande profondeur. Il renforce le centre, protège un pion clé et surtout élimine des ressources tactiques de l'adversaire. Grâce à ce renforcement, les Blancs peuvent envisager des échanges ou des avancées sans craindre des contre-coups immédiats. Les Noirs répondent généralement en occupant le centre avec des pions, en cherchant de l'espace et en libérant leurs pièces. Cette lutte centrale est le cœur de l'ouverture, la défense française. Tout commence avec les mouvements classiques E4, E6. Avec ce coup, les Noirs permettent aux Blancs d'occuper le centre, mais uniquement de manière temporaire. L'idée n'est pas de lutter pour le centre immédiatement, mais plutôt de l'attaquer plus tard. Après D4, D5, le caractère de la défense française est clairement défini. Les Noirs défient directement le pion central des Blancs et annoncent un plan très clair: miner le centre et jouer contre lui. L'une des lignes les plus courantes se poursuit avec E5, avançant le pion et gagnant de l'espace. Ici apparaît l'un des concepts clés de la française, la chaîne de pions. Les Blancs ont plus d'espace, oui, mais ils créent aussi des objectifs que les Noirs pourront attaquer plus tard. À partir de ce moment, le plan des Noirs est clair. Frapper le centre avec des coups comme C5 et F6. Développer les pièces avec soin et chercher du contre-jeu sur l'aile dame. Le fou de C8, connu comme le mauvais fou, est l'une des pièces les plus importantes de l'ouverture. Bien qu'au début, il semble enfermé par sa propre structure de pion, les Noirs cherchent souvent à l'activer par des ruptures ou des manœuvres stratégiques. Bien joué, ce fou peut devenir une pièce clé en milieu de partie. Pendant ce temps, les Blancs tentent d'exploiter leur avantage d'espace. Ils développent leurs pièces naturellement, placent le fou en D3 ou B5, le cavalier en F3 et cherchent à lancer une attaque sur le flanc roi. Mais voici le détail. Attaquer la française n'est pas aussi simple qu'il y paraît. La défense slave. La défense slave apparaît après les coups D4, D5, C4, C6 et elle représente une philosophie très concrète du jeu d'échecs. Elle ne cherche ni à surprendre ni à forcer, mais plutôt à construire patiemment sa position. L'idée centrale est à la fois simple et extrêmement puissante. Il s'agit de soutenir le centre avec des pions solides et de développer harmonieusement toutes les pièces sans jamais créer la moindre faiblesse. Dans la défense slave classique, les Noirs mettent en place dès le début une structure extrêmement fiable. Après l'avancée du pion en C6, le centre se retrouve parfaitement soutenu et le développement se poursuit de manière naturelle. Lorsque les Blancs développent leurs pièces et consolident leur contrôle du centre, les Noirs n'hésitent absolument pas à prendre le pion en C4. Ce n'est pas un acte de pure avidité, mais bien une décision stratégique mûrement réfléchie. Gagner du temps, obliger les Blancs à prouver une compensation et dicter le rythme de la partie. Chaque mouvement a un objectif précis. Chaque pièce trouve sa place sans se presser. C'est une position où ne gagne pas celui qui attaque en premier, mais celui qui comprend le mieux la structure. Cette variante mène à des parties longues, de manœuvres, où la patience est une arme. Les Noirs se sentent à l'aise en défendant des positions légèrement inférieures en espace, car ils savent qu'il n'y a pas de véritable faiblesse à exploiter. Mais si le joueur souhaite un point de tension supplémentaire, la semi-slave fait son apparition. Ici, après le même début solide, les Noirs jouent 6 et modifient complètement le caractère de la position.
Le centre est bloqué, la tension ne cesse d'augmenter et les décisions prises deviennent bien plus profondes. Le développement du jeu est plus contenu, mais chaque mouvement, chaque coup représente un investissement à très long terme. Il ne faut absolument pas révéler son plan de jeu trop rapidement. On attend le bon moment, on prépare minutieusement, on évalue et on mesure l'adversaire avec précision. La semi-slave n'est pas d'une agressivité immédiate, mais elle est formidablement ambitieuse. Elle propose des positions denses, véritablement chargées d'idées stratégiques, où la moindre erreur peut complètement bouleverser l'équilibre. C'est une défense idéale pour les joueurs qui recherchent avant tout la solidité, mais qui veulent aussi la possibilité de contre-attaquer avec force lorsque le moment précis se présente. Dans la défense indienne de la dame classique, les blancs commencent par occuper le centre de l'échiquier. Les noirs répondent en développant un cavalier en F6, ce qui leur permet de contrôler le centre sans pour autant engager de pions. Par la suite, les blancs jouent C4, renforçant ainsi leur emprise sur le centre. Les noirs répliquent en mettant en place une structure solide et en développant leurs pièces. Ensuite, les blancs procèdent au développement d'un cavalier en F3, tandis que les noirs jouent B6, ce qui prépare le fianchetto de leur fou. Si vous ignorez ce qu'est le fianchetto, vous pouvez cliquer en haut à droite de l'écran où nous l'expliquons avec tous les détails nécessaires. Les blancs avancent le pion pour ouvrir la diagonale et les noirs développent leur fou. Plus tard, les blancs placent leur fou en G2 et les noirs développent le fou, exerçant une pression sur le centre à distance. Ensuite, les blancs roquent et les noirs répondent en roquant également, laissant les deux rois en sécurité. Après le roc, les blancs renforcent le centre et les noirs, déjà bien développés, avancent le pion dame pour occuper le centre. Avec cela, l'ouverture se termine et le milieu de partie commence. Les grands joueurs utilisent la variante classique pour maintenir une position solide et équilibrée, exercer une pression progressive sur le centre et atteindre un milieu de partie où la technique et la précision font la différence. Dans la variante Petrosian, les blancs débutent la partie en occupant le centre du plateau, cherchant ainsi à gagner de l'espace et à contrôler le déroulement du jeu dès le début. Les noirs réagissent en déplaçant leurs pièces et en adoptant une approche flexible, tout en contrôlant le centre sans pour autant compromettre leur structure. Les blancs consolident leur position centrale avec le coup C4. Les noirs jouent E6, préparant ainsi la structure typique de la défense indienne de la dame et le développement de leurs pièces. Les blancs procèdent au développement d'un cavalier, augmentant le contrôle de ses importantes casillas centrales. L'adversaire poursuit la préparation du fianchetto de son fou de dame. Les blancs jouent A3, le coup caractéristique de la variante Petrosian, avec une idée prophylactique qui limite considérablement les options du rival. Ensuite, ils développent leur fou, en pressant le centre depuis la longue diagonale. Les blancs renforcent le centre et achèvent leur développement. Les noirs développent leur autre fou, maintenant une position solide. Les blancs préparent et complètent le fianchetto, contrôlant le centre à distance. L'adversaire met son roi en sécurité en roquant et finalement... L'ouverture anglaise. Cette approche débute par le coup C4 et propose d'exercer un contrôle sur le centre à partir des flancs, tout en évitant des engagements ou des définitions de structure trop précoces. Son idée centrale est la flexibilité stratégique, permettant ainsi aux blancs de s'adapter au mieux en fonction de la réponse de l'adversaire. Dans la première variante, les blancs commencent par le coup C4 afin de dominer la case D5 sans pour autant occuper le centre de manière directe. Les noirs répliquent avec E5, s'appropriant ainsi l'espace central, et ensuite les blancs développent leur cavalier en C3, accroissant la pression sur les cases stratégiques et importantes. Après le développement naturel du cavalier noir en F6, les blancs jouent CF3, complétant ainsi un schéma de jeu solide et dénué de tout compromis structurel. Cette approche stratégique permet aux blancs de conserver de multiples plans ouverts sans avoir à révéler leurs intentions trop prématurément. C'est un outil stratégique très efficace contre des rivaux bien préparés. Dans la deuxième variante, après C4, les noirs optent pour C5, entrant dans une structure symétrique qui recherche un équilibre immédiat. Les blancs développent leur cavalier en F3 avec une flexibilité totale, tandis que les noirs renforcent le centre avec leur cavalier en C6. Au bon moment, les blancs effectuent la poussée D4, transformant la pression latérale en un contrôle central actif. Cette variante mène à des positions dynamiques où la compréhension stratégique est bien plus importante que la simple mémoire théorique. Elle récompense les joueurs qui savent gérer efficacement les transitions vers le milieu de jeu. Clé. L'une d'elles est le gambit Evans accepté, où la partie commence avec un pion qui occupe le centre et libère les lignes principales. La réponse est symétrique, acceptant une ouverture de jeu dès le premier coup. Un cavalier sort naturellement et commence à exercer une pression sur le centre. La défense procède en développant une autre pièce mineure et en consolidant cette zone stratégique. Le fou se positionne sur une diagonale très active, menaçant directement le roi adverse. La réplique consiste en un développement équivalent, visant à préserver l'équilibre.
C'est à ce moment précis qu'apparaît l'idée caractéristique du gambit Evan. Le pion du flanc dame s'avance pour s'offrir en sacrifice et le fou adverse l'accepte en pénétrant profondément en territoire ennemi. Ensuite, un nouveau pion avance, attaquant directement ce fou et préparant ainsi le contrôle du centre, l'obligeant à se retirer sans perdre son activité. C'est alors que survient le coup thématique du centre, avec l'avancée du pion qui ouvre des lignes et lance l'initiative. Les Noirs réagissent en capturant le pion central avec l'idée de freiner l'initiative des Blancs et de simplifier la position. Les Blancs répliquent en mettant leur roi en sécurité grâce à un petit roc, ce qui achève leur développement et prépare leur tour à entrer activement dans la partie. L'adversaire, lui, renforce alors le centre par une solide poussée de pions, cherchant à obtenir une stabilité défensive. Finalement, les Blancs récupèrent le matériel au centre, atteignant une position active et bien coordonnée, ouvrant la voie au milieu de jeu avec une nette initiative. Les grands maîtres utilisent le gambit Evans pour gagner l'initiative et une activité rapide, même au prix d'un pion, et mener la partie vers des positions dynamiques dès l'ouverture. Dans la variante du gambit Evans refusé, la partie débute par un contrôle immédiat du centre, et la réponse maintient à la fois la symétrie et le caractère ouvert de la position. Ensuite, un cavalier entre en jeu, exerçant une pression sur cette zone centrale, tandis que la défense s'organise en développant un autre cavalier et en renforçant sa structure. Ensuite, le fou s'active en visant une faiblesse précoce, et le fou adverse se développe sans s'engager. À ce moment, le gambit Evans est proposé en offrant le pion du flanc dame, mais cette fois le sacrifice est refusé et le fou recule. Par la suite, de l'espace est conquis dans ce secteur de l'échiquier, ce qui permet de fixer la structure adverse et la réplique cherche à consolider sa position et à éviter les ruptures gênantes. Le centre est renforcé avec calme, préparant le développement complet, tandis qu'une autre pièce entre en jeu, augmentant ainsi la pression centrale. Finalement, le roi est en sécurité après le roc. Le centre est renforcé une fois de plus et l'ouverture est complètement définie. La catalane ouverte et la catalane fermée. La version ouverte se joue de la manière suivante. Nous débutons la partie avec le pion en D4. Les Noirs développent leur cavalier en F6. Les Blancs renforcent leur contrôle du centre avec le pion en C4. Les Noirs préparent alors leur structure. Acte suivant, les Blancs préparent le fianchetto avec le fou en G3 et les Noirs occupent le centre. Le fou sort sur la longue diagonale et immédiatement les Noirs capturent le pion en C4, ce qui mène au coup cavalier F3. Les Noirs sortent leur fou. Ensuite, les deux camps rocken. La dame blanche se centralise et le pion noir avance préventivement. Après cela, les Blancs freinent l'expansion adverse, ce qui fait que les Noirs attaquent le centre. Les Blancs capturent le pion et le fou noir reprend, ce qui fait que la dame blanche récupère le pion perdu. Et c'est ainsi que la partie se présenterait après une ouverture ouverte. C'est une stratégie très solide et patiente qui se distingue en mettant constamment l'adversaire mal à l'aise, le forçant à commettre des erreurs qui, très probablement, finiront par lui coûter la partie. Maintenant, nous allons examiner la variante fermée. Comme dans la variante ouverte, nous commençons par le pion en D4 et les Noirs développent leur cavalier en F6. Les Blancs cherchent à obtenir le contrôle du centre, ce qui amène les Noirs à préparer l'avancée centrale. Immédiatement après, les Blancs préparent leur fianchetto et les Noirs répliquent en occupant le centre. Le fou blanc sort en fianchetto, alors les Noirs font un développement naturel avec le fou en E7. L'équipe blanche joue cavalier F3. Ensuite, les deux équipes rockent. Une fois roquées, les Noirs renforcent le centre avec le pion C6. La dame blanche se déplace en C2 se centralisant. Les Noirs développent le cavalier en D7. Les Blancs comme les Noirs avancent leur pion pour pouvoir bouger leur fou. Finalement, le cavalier blanc se déplace en D2, ce qui met fin au positionnement de l'ouverture et le milieu de partie commence. La défense sicilienne, la première mission se concentre spécifiquement sur ton pion de la colonne C. Comme il est tout à fait naturel, la première chose que tu fais, c'est de le déplacer. Mais une fois que ce premier mouvement est fait, quelle est la suite logique ? Ce pion, il n'est pas là par hasard. Il a un objectif très très concret et bien défini. La défense sicilienne cherche à contrôler et à attaquer le centre du plateau depuis le flanc d'âme, et ton pion C est une pièce absolument fondamentale de ce plan stratégique. Il est en train de viser une zone vraiment cruciale et stratégique de l'échiquier. Attends seulement. Et si ton adversaire s'aventure dans cette zone, saisis-le sans la moindre hésitation. C'est ta première mission. Il existe d'innombrables variantes selon la façon dont vous déplacez les pions, mais avec ces missions simples, vous apprendrez l'essentiel pour un débutant. Dans la plupart des parties, les Blancs n'offriront pas leurs pions immédiatement. En revanche, ils auraient la possibilité de déplacer n'importe quelle autre pièce. Ton prochain objectif sera de positionner ton fou de manière à ce qu'il puisse exercer une pression constante sur l'ensemble de l'échiquier.
Pour cela, tu devras d'abord déplacer le pion qui bloque son chemin. Ensuite, développe le fou. Mais fais bien attention, les blancs avancent leur pion central. Alors, tu te souviens de ton plan? Capture-le immédiatement. Ne te soucie de rien d'autre pour l'instant. Elles reprennent la pièce que tu viens de jouer. Et maintenant, sans aucune entrave, tu peux tranquillement continuer ton développement normal de tes pièces sur l'échiquier. Ton fou est déjà bien placé. Il est en position idéale. Les blancs jouent un coup de plus. Et maintenant, c'est le moment parfait pour sortir ton cavalier et le mettre en jeu. S'il le capture, il n'y a absolument aucun problème. Tu le reprends et tu auras une colonne ouverte pour ta tour. C'est excellent, car ensuite tu pourras initier une attaque par le flanc de la dame. S'il ne le capture pas, c'est aussi très bien. Développe tes pièces en suivant un modèle qui te deviendra familier. Déplacez le pion puis le cavalier et roquez. Si vous ne savez pas exactement ce que cela signifie, vous pouvez tout simplement cliquer en haut à droite de l'écran où nous prendrons le temps de vous expliquer le roc avec chaque détail nécessaire. Ensuite, placez l'alfil et, pour finir, la tour. Il est généralement assez facile de se souvenir de l'emplacement de chaque pièce sur l'échiquier, mais l'ordre précis dans lequel elles doivent être placées peut parfois s'avérer un peu plus délicat à mémoriser correctement. Observe bien. En premier lieu, le cavalier, ensuite le pion, puis un second cavalier, le roc, le fou et la tour. Après avoir fait avancer le pion et positionné le fou sur sa case, suis simplement l'ordre et développe toutes tes pièces sur l'échiquier. Il existe 2 configurations que vous devez connaître. Celle-ci en est une. Grâce à ces missions, vous avez déjà appris la moitié de la défense sicilienne. Voici la configuration que vous recherchez. Si votre pion C a déjà été échangé, ou si vous n'avez pas réussi à le faire, vous aurez besoin d'une disposition alternative. Revenons au point de départ. Parfois, les blancs ne jouent pas là où vous vous y attendez. Normalement, tu attaquerais le centre de cette façon, mais s'il n'y a pas de pion disponible pour un échange, tu dois trouver une autre manière de mettre la pression au centre. Je te montrerai comment. Supposons qu'ils développent leur fou à l'emplacement qui lui est destiné. Pour l'instant, tu continues tes missions habituelles, celles que tu connais bien. Tu dois placer ton fou. Eux, ils roqueront probablement ou déplaceront une autre pièce. Et toi, tu développes ton cavalier. Tu sais très bien qu'ils effectueront un autre coup aléatoire. Selon votre plan initial, la prochaine pièce à jouer devrait logiquement être un pion, mais votre pion C est toujours bien présent sur l'échiquier. Si vous le conservez encore, cela signifie qu'aucun échange n'a eu lieu et que vous n'avez pas encore pu attaquer le centre. Dans cette situation, ne faites pas avancer ce pion-là, mais plutôt le pion qui se trouve juste à côté. Cela prépare une attaque centrale pour plus tard, une attaque qui sera absolument imparable. C'est ça, l'esprit sicilien. Elles font un autre mouvement complètement au hasard. Maintenant, tu veux développer ton autre cavalier. Normalement, il irait sur sa case standard, mais cette fois, il y a un meilleur endroit. Grâce au fait que tu as déplacé le pion voisin, le cavalier peut s'y placer. Les blancs font un mouvement de plus et maintenant tu dois compter. Peux-tu compter jusqu'à 3 ? Très bien. Voyons voir. Combien de fois les pièces blanches exercent-elles une attaque sur cette zone précise du plateau? 1, 2, 3 fois. Et toi, combien de fois l'attaques-tu avec ton propre pion? 1, 2, 3. 1953, Zurich. David Bronstein est assis devant l'échiquier, sachant qu'une victoire le rapproche du match pour le titre mondial. En face se trouve Isaac Boleslavski, l'un des plus grands experts en structure dynamique et en attaque contre le roi. Bronstein comprend qu'il lui faut une lutte complexe, déséquilibrée et particulièrement riche en idées, et c'est pourquoi il choisit de jouer la défense est-indienne. La défense est-indienne est une ouverture hyper-moderne où les Noirs concèdent volontairement le contrôle du centre pour ensuite l'attaquer avec des ruptures et un jeu très actif. Son idée centrale est d'accepter moins d'espace sur l'échiquier en échange d'une initiative et d'une attaque directe contre le roi adverse. Dans la défense indienne du roi, on distingue principalement 2 variantes. La variante classique, caractérisée par un jeu solide et équilibré, et l'attaque des 4 pions, qui représente une option très agressive, où les blancs poussent leurs pions centraux pour conquérir de l'espace et lancer une attaque rapide. Dans la variante classique, la partie débute par un mouvement de pion qui prend le contrôle du centre, auquel on répond par le développement d'un cavalier afin de maîtriser cette zone stratégique. Peu après, le centre est renforcé avec un autre pion, tandis que le fianchetto du fou est préparé. Si vous ne savez pas ce qu'est le fianchetto, vous pouvez cliquer en haut à droite, où nous vous l'expliquerons plus en détail. Le développement d'une pièce mineure se poursuit pour soutenir la position centrale, et le fou adverse entre en jeu en exerçant une pression sur cette structure. Un nouveau coup de pion crée un centre fort, et on y répond en sécurisant la base défensive.
Plus tard, une autre pièce est incorporée pour renforcer le contrôle de l'échiquier et le roi est mis à l'abri par le roc. Ensuite, un fou est développé dans l'idée de compléter le roc et une rupture centrale est effectuée pour attaquer la position. Finalement, le roi roc et la position est prête pour le milieu de partie. Les grands maîtres utilisent la variante classique car elle est solide et sûre. Elle permet de bien développer les pièces, de maintenir l'équilibre et d'atteindre un milieu de jeu stable sans prendre de risques inutiles. Dans la variante de l'attaque des 4 pions, la partie commence par une occupation ambitieuse du centre à laquelle on répond en développant un cavalier pour exercer une pression. Le contrôle du centre est consolidé par une nouvelle poussée de pions, tandis que le fianchetto du fou est mis en place. Plus tard, une pièce est développée pour soutenir la position, et le fou adverse entre en jeu en visant le centre. Un nouvel avancement de pions crée une structure centrale très solide, et l'on y répond en consolidant la défense. Ensuite, un 4e pion est avancé, lançant un plan clairement agressif pendant que le roi adverse est mis en sécurité. Puis, le centre et l'attaque sont soutenus, mais l'adversaire réagit en attaquant directement la structure centrale. Le fou blanc se développe pour soutenir le centre et préparer le roc du roi. Les noirs poursuivent leur développement en renforçant la pression sur le centre. Finalement, le roi effectue son roc, la position se trouve consolidée et la partie entre dans le milieu de jeu. Les blancs occupent le centre avec le pion de la dame, tandis que les noirs développent leur cavalier et contrôlent efficacement le centre. Les blancs renforcent leur position centrale et gagnent de l'espace sur l'échiquier, et les noirs préparent le fianchetto de leur fou. Les blancs soutiennent le centre et développent une nouvelle pièce. De leur côté, les noirs défient directement la structure centrale des blancs. Les blancs éliminent la tension et procèdent à des échanges au centre. Cependant, les noirs reprennent avec le cavalier et activent ainsi une pièce. Les blancs cherchent à dominer le centre et à utiliser l'espace pour lancer une attaque ou restreindre les mouvements des pièces noires. Les noirs, en revanche, acceptent de céder de l'espace afin de provoquer un centre qu'ils pourront ensuite attaquer, générant ainsi activité, contre-jeu et initiative. Examinons maintenant la variante russe. Les blancs occupent le centre avec le pion de la dame, tandis que les noirs développent leur cavalier et contrôlent le centre. Les blancs renforcent leur contrôle du centre et gagnent de l'espace, tandis que les noirs préparent le fianchetto de leur fou. Les blancs soutiennent le centre et développent une pièce. De leur côté, les noirs contestent directement la structure centrale des blancs. Les blancs maintiennent la tension et renforcent le centre, et le fou noir se fianchetto et commence à exercer une pression sur le centre à longue portée. L'ouverture nimzo-indienne, elle apparaît après les mouvements D4, CF6, C4, E6, CC3 et B4, où les noirs clouent le cavalier, attaquant le centre de manière indirecte et posant une question plutôt inconfortable dès le 3e coup. Comment allez-vous défendre votre structure si je vous attaque dès maintenant? La nimzo-indienne est une ouverture fermée et hypermoderne qui donne lieu à de multiples sous-variantes selon la réponse des blancs. Dans la variante classique, avec DC2, on recherche un développement solide en évitant de doubler les pions. La variante Rubinstein, avec E3, offre une flexibilité maximale. La variante Seymish, par le coup A3, contraint le fou noir à prendre une décision immédiate. La variante Leningrad, avec AG5, exerce une pression directe sur le centre de l'échiquier. Il n'y a pas qu'une seule et unique nimzo indienne. C'est un système d'ouverture complet, qui peut être adapté au style et au caractère de chaque joueur. Dans ce vaste univers de possibilités, la variante Rubinstein avec le coup E3 se distingue particulièrement, étant considérée comme l'option la plus solide et la plus flexible face à la nimzo indienne. Les blancs protègent leur cavalier en C3 et préparent le développement naturel de leur fou en F1. Stratégiquement, l'idée est de ne pas révéler la dame trop tôt, de maintenir de multiples plans ouverts et d'accepter une lutte lente et profonde. Après le coup E3, les blancs envoient un message sans équivoque. Ils n'accorderont aucune faiblesse sans contrepartie. Les noirs ont pour habitude de répliquer par le petit roc D5 ou C5, attaquant ainsi le centre à distance. Les plans habituels des blancs incluent un développement harmonieux de leurs pièces et la construction d'un centre fort avec E4 au moment le plus opportun. Les noirs, quant à eux, exercent une pression constante sur les cases C4 et D4, et ils choisissent avec beaucoup de soin le moment opportun pour capturer en C3. L'erreur la plus fréquente consiste à adopter un jeu passif et à laisser l'initiative à l'adversaire. C'est une variante qui est idéale pour les joueurs qui sont patients, qui sont techniques et qui apprécient les finales de longue haleine, à l'image d'Anatoly Karpov. La variante classique avec DC2 est la réponse la plus ambitieuse. La dame défend le cavalier et annonce une intention claire, obtenir la paire de fous et dominer le centre.
Son idée stratégique est d'éviter tout dommage structurel, de préparer le coup E4 avec rapidité et de jouer pour prendre l'initiative et contrôler l'espace sur l'échiquier. Avec le coup d'C2, les Blancs défient directement les pièces noires, laissant entendre que si un échange de pièces se produit en C3, leurs puissants fous pourront alors imposer toute leur force et leur influence. Les Noirs réagissent souvent avec D5 ou C5 pour frapper le centre avant que E4 ne se consolide. Les Blancs recherchent un centre fort et des attaques en milieu de partie, tandis que les Noirs essaient de bloquer le centre et d'exploiter l'exposition précoce de la dame. Une erreur fréquente est de pousser E4 sans préparation adéquate. Si ce vidéo t'aide enfin à comprendre comment bien débuter une partie, ne t'arrête pas en si bon chemin. Abonne-toi, étudie les ouvertures tranquillement et commence à les mettre en pratique dans tes propres parties. Chaque ouverture que tu vois ici est conçue pour que tu joues avec plus de sécurité et moins d'erreurs dès le tout début. Mets un j'aime, sauvegarde la vidéo et reviens-y chaque fois que tu ne sauras pas comment t'ouvrir. Commence à jouer avec des idées claires dès la première partie. Black Chess Academy, la meilleure formation d'échecs